Alors justement, l'avantage des satellites, c'est qu'ils voient tout le temps, quel que soit le pays concerné. Et donc, nous, quand on analyse les données satellites, on les fournit à des centres météo qui vont faire des prévisions locales, mais on a par ailleurs les données et on peut regarder partout autour de la Terre. Donc, par exemple, l'équipe avec laquelle je travaille ici, on analyse les données météo partout autour du globe. Et donc, en particulier, on regarde ce qui se passe tout le temps au-dessus de la Chine. Donc, nos cartes sont rouges en permanence au-dessus de la Chine parce qu'il y a énormément de polluants qui sont émis au-dessus de la Chine et dont on va pouvoir suivre en fait les déplacements qui vont traverser, qui vont arriver jusqu'aux côtes des États-Unis, etc. Et donc, nous, on peut surveiller tout le globe avec les satellites. Et c'est ça l'avantage du satellite, c'est que du coup, les pays émetteurs, par exemple, peuvent déclarer des cadastres d'émissions des polluants, mais par satellite, on peut vérifier en fait qui émet quoi, puisqu'on a un moyen de contrôle. Après, à chaque pays de prendre les mesures qui les concernent pour éventuellement améliorer la qualité de l'air. Mais disons que les prévisions météorologiques, là, c'est peut-être c'est peut-être une problématique différente par rapport à si on regarde ce qui va se passer sur le long terme sur le climat. C'est une question d'échelle, de temps et d'espace. Donc le climat, le problème c'est que ces gaz climatiques, peu importe le pays dans lequel ils sont émis, ils vont s'accumuler dans l'atmosphère, ils restent très longtemps. Pour vous donner un ordre de grandeur, un gaz qui est émis, mettons en Europe, il va faire le tour du globe en à peu près une vingtaine de jours. Donc si on émet un polluant important ou un gaz qui a un impact sur le climat en Europe, eh bien en 20 jours, il aura circulé partout autour de la Terre. Ça c'est pour des gaz qui restent longtemps dans l'atmosphère. Et donc, la surveillance, elle s'effectue au niveau du globe, bien sûr, pour toutes ces espèces-là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup insisté dessus, mais le satellite et l'instrument sur lequel vous travaillez ne s'intéressent pas uniquement à l'atmosphère pour des questions climatiques, mais aussi pour tout ce qui est pollution. C'était très intéressant dans le cas du volcan Eyjafell, au moment de son éruption qui a paralysé un peu le trafic aérien. Vous, quels sont les polluants auxquels vous vous intéressez avec ce satellite, qui peut en mesurer une vingtaine, hein, je crois? Oui, c'est ça. Alors, les polluants sur lesquels on travaille tous les jours, c'est le monoxyde de carbone, qui est un traceur, en fait, du trafic automobile, des industries, tous ces phénomènes émettent en fait du monoxyde de carbone et qu'on va pouvoir suivre et qui circule tout autour du globe. Ça, c'est une chose. L'ozone, qui est à la fois un polluant important et aussi un gaz qui va contribuer au réchauffement atmosphérique, qu'on peut aussi suivre dans l'atmosphère et dont les concentrations varient. Il y a des concentrations importantes dans l'hémisphère nord. Ça a un impact, par exemple, sur les gens qui ont une santé plus fragile ou qui sont asthmatiques. Donc, et alors, des phénomènes plus exceptionnels. S'il y a des grands feux, par exemple, il y a des espèces qui sont émises dans l'atmosphère qui ne sont pas là d'habitude. Et là, on va pouvoir aussi les suivre et suivre le déplacement des panaches de feu par satellite. Et vous avez mentionné les volcans. Là aussi, par exemple, la plupart des éruptions volcaniques vont émettre du SO2, qui est un bon marqueur avec lequel on peut suivre le déplacement du panache. En suivant ce SO2 et les cendres, on peut éviter éventuellement que les avions croisent les tracés des panaches et abîment leurs moteurs. Donc ce satellite n'est pas uniquement un satellite qui s'intéresse au climat. Est-ce que ça existe des satellites entièrement dédiés au climat? Alors non, en général, il y a des satellites qui font plusieurs choses, mais on ne peut pas dire qu'il y a un satellite qui sait mesurer tous les paramètres qui sont intéressants pour le climat. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont très différents. Donc, il n'y a pas un satellite qui peut à la fois mesurer précisément les vents, la température, la vapeur d'eau, tous les gaz à effet de serre, tous les paramètres dont on a besoin pour le climat. Donc, on va servir de plusieurs satellites. C'est l'avantage justement de ces services qui vont intégrer différents jeux de données. On ne peut pas surveiller à la fois la hauteur de la mer et les glaces et les gaz. Donc, on va avoir plusieurs familles de satellites qui vont bien couvrir tous ces phénomènes qu'on cherche à analyser et on va les analyser ensemble et en parallèle pour tirer des informations relevantes pour le climat. C'est ce qui explique notamment cette chaîne de satellites. C'est vraiment des satellites qui se suivent. Ils sont 7. On appelle ça LaTrain ou LaTrain si on parle américain. Ce sont des satellites américains qui se suivent l'un derrière l'autre et qui chacun mesure des paramètres différents sur Terre. Oui, l'avantage de les lancer sur la même orbite, c'est que du coup, ils mesurent à peu près les mêmes masses d'air, ils se suivent, et donc on peut, de façon plus facile, faire des analyses couplées de ce qui est mesuré. Donc en Europe, on n'a pas vraiment l'équivalent. Par contre, on a des flottes la famille des sentinelles, c'est vraiment des
des séries de satellites qui sont lancés et qui font un suivi sur plusieurs dizaines d'années. Et c'est là où je pense qu'on a, c'est nouveau et important ce qui se passe en Europe à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ou 15 ans, d'avoir des données consistantes qui vont s'accumuler dans le temps comme ça. Oui, je vais vous donner la parole. C'est une chose d'ailleurs que vous m'avez dite. Aujourd'hui, les Américains sont moins bons que nous, ou en tout cas les Européens ont pris le dessus sur ces observations de la Terre par satellite. On est vraiment en pointe. Oui, on est passé à une situation où, pour vous donner un exemple sur moi, j'allais aux États-Unis pour récupérer des données d'observation satellite qu'on n'avait pas. Et maintenant, en fait, ce sont eux qui viennent les chercher chez nous parce qu'on a des tas d'observations qu'ils n'ont pas. Alors, d'où ça vient? Oui, comment ça se fait? C'est à la fois lié à une volonté politique. Donc, il faut savoir que les missions satellites, elles sont conçues très longtemps à l'avance, au moins une quinzaine d'années avant que la mission soit lancée. Ça met du temps de concevoir la mission, il faut débloquer les budgets, trouver un contexte pour lancer le satellite. Et donc, ce que ça implique, c'est que les missions qui volent au jour d'aujourd'hui, qui sont en l'air, elles ont été conçues à l'époque, par exemple, où Bush était président. Et donc, après, ce sont des choix politiques, et le choix politique qui a été fait à cette époque-là aux États-Unis, c'est pas de favoriser l'observation de la Terre, mais plutôt c'était d'envoyer une mission sur Mars, ce qui coûtait cher et était compliqué. Et les choix aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui découle en fait de ces choix politiques-là. Donc on est passé d'une situation où on enviait les Américains à maintenant une situation où on est vraiment leader sur le domaine d'observation de la Terre par satellite. Alors que c'est vrai qu'à l'échelle de la France, le CNES, vraiment son credo, c'est ça, c'est l'observation de la Terre. Son slogan, c'est de l'espace pour la Terre. Lui, il est vraiment tourné vers l'observation depuis l'espace de la Terre. Oui, mais justement, nous, on a de la chance d'avoir une agence qui est très préoccupée par l'observation de la Terre.